bonjour. Vous êtes docteur en histoire, vous avez été maîtresse de conférences à l'université de Delhi, vous êtes une spécialiste de la politique de l'Inde coloniale et contemporaine. Un mot d'abord sur ce défi, ce scrutin gigantesque étalé sur 6 à 7 semaines, on le disait, 642 millions d'électeurs, un chantier immense. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est la preuve que l'Inde reste démocratique, que l'élection qui s'est allongée sur une période assez longue, ça a commencé le 19 avril et ça s'est terminé le 1er juin par vote électronique. Les critiques disaient que ça fonctionnerait pour l'avantage de BJP, mais en fait, ça a montré que ça donnait du temps à l'opposition de mettre en avant leurs critiques contre le gouvernement. Ça n'a pas tellement servi le gouvernement à son avantage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les sondages après les élections n'ont pas été complètement fausses, comme expliquait un des responsables ce matin à la télévision indienne dans un débat. Ils se sont trompés sur certains États. Ils ont mal évalué le résultat électoral dans le grand État de l'Inde, le Uttar Pradesh, où effectivement la construction du temple de Ram à Ayodhya a fait penser à BJP qu'ils auraient une avance facilement et des votes des électeurs. Ça montrait qu'en fait, les électeurs ils sont bien sûr très sensibles à ces questions religieuses. Ils restent sensibles à ces questions, mais ils veulent avant tout qu'on résolve le problème quotidien du chômage, de détresse économique et qu'un gouvernement répond à leurs aspirations. Alors on va poursuivre ce que disait tout à l'heure Comme Bastin sur place. Narendra Modi pourrait perdre finalement en influence. Il va devoir se réinventer. Comment il peut le faire ? Mais un message très clair de ces élections, c'est qu'il y a des limites à cette sorte de personnalisation qu'on a vue dans les mois et les années précédentes. C'est vrai que les Indiens ont un petit penchant, une faiblesse pour le culte des héros. Ça va pas, c'est pas la fin de la phénomène Modi, mais il faudra peut-être le repenser en ayant une politique plus inclusive et plus pluraliste. La raison pour laquelle dans l'Uttar Pradesh ou dans le Maharashtra ou dans le Tamil Nadu, dans le West Bengal, les votes sont allés pour l'opposition ou même pour le Congrès, c'est que les Dalits, ce qui était appelé autrefois les intouchables, et les musulmans n'ont pas voulu voter pour un gouvernement qui ne garantissait pas leur place dans un système pluriel, ce que c'est l'Inde. Donc peut-être diminuer, le gouvernement devrait penser à diminuer cette sorte d'accentuation agressive sur des identités religieuses et accentuer plus les dimensions économiques et s'adresser aux problèmes de chômage et de pauvreté. Ce sont les principaux chantiers que vous envisagez. C'est l'économie, peut-être cibler un peu davantage là-dessus. C'est ça qui vous semble important. L'Inde a une croissance importante de plus de 8%, mais paradoxalement, il y a un chômage très important avec lequel la jeunesse souffre surtout. On a vu qu'il y a des jeunes qui partent à l'étranger, en Israël et même à l'Ukraine pour s'engager dans l'armée, en Russie, parce qu'ils cherchent du travail. Et les débouchés pour le travail dans le gouvernement sont très limités. Arundhati Virmani, un mot quand même de l'opposition. Quelle est sa marge de manœuvre ? Comment peut-elle peser finalement dans ce débat, dans ce format politique ? Alors, c'est très intéressant parce que les résultats, 232 sièges pour le BJP tout seul, mais avec l'alliance qu'elle a fait avec des partis locaux,
lui donne une majorité. Donc le BJP devra négocier avec ses partenaires locaux. Et ça renverse un peu le mouvement vers une centralisation très forte que nous avons vu dans les années précédentes avec le BJP. Les partis régionaux vont peser dans la formation du gouvernement et ils peuvent mettre un peu diminuer ce mouvement vers une centralisation extrême. Et en fait, ça a une grande importance pour l'Inde, qui est un système quasi fédéral, pas exactement fédéral, mais quasi fédéral, parce que le centre quand même retient beaucoup de pouvoir, et c'est quelque chose qui va jouer dans l'avenir géopolitique intérieur de l'Inde. L'analyse d'Arundhati Virmani, universitaire spécialiste de la politique de l'Inde coloniale et contemporaine. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci.